euros que nous utilisons avec notre carte bancaire, c'est de l'euro numérique qui circule, voilà, sur les circuits, électroniques. Donc, c'est déjà numérique, en fait, depuis longtemps. Là, ce dont on parle, c'est quoi? C'est une monnaie numérique de banque centrale, hein, parce que quand on paye par carte bleue, c'est l'euro de notre banque qui va sur le compte de la banque du commerçant et ensuite ils font des ajustements, des balances, voilà. Donc là, on parle d'une nouvelle monnaie, une monnaie qui serait gérée par la banque centrale. Il faut bien comprendre que c'est un objectif différent, c'est-à-dire que la monnaie numérique de banque centrale, elle circule sur une blockchain et pas sur les circuits actuels, des banques. Et donc ça veut dire quoi, une blockchain? Ça veut dire que cette monnaie, elle peut être programmable, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut interdire à tel ou tel individu d'en utiliser. On peut aussi, interdire, à une personne qui aurait trop dépensé de CO2 de plus pouvoir acheter de billets d'avion, par exemple. Alors que ça, le faire aujourd'hui sur le système actuel, ce serait assez compliqué, quoi. Ça veut dire que la banque centrale aurait connaissance de toutes vos transactions. Alors, votre banque commerciale, elle a déjà connaissance de toutes vos transactions. Donc c'est déjà une remise en cause d'une partie de notre vie privée. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, comme je parlais de monnaie programmable, c'est quelque chose qui serait tout à fait compatible avec, le crédit social. C'est-à-dire, si vous conduisez mal, votre argent, à la banque, il peut être bloqué ou il peut être réservé aux dépenses, vitales courantes, mais pas le reste. Enfin bref, et il faut savoir que le pays qui a déjà mis en place sa monnaie numérique de banque centrale, c'est la Chine, hein, comme par hasard, qui est la Chine qui a mis en place le crédit social. Donc tout ça, ça va ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet qui pourrait transformer notre rapport à l'argent, l'euro numérique. Présenté par la Banque centrale européenne comme une simple évolution des moyens de paiement, il suscite pourtant de nombreuses interrogations sur la souveraineté monétaire, la protection de la vie privée, le rôle des banques, les libertés individuelles et plus largement sur l'avenir de notre système financier. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, nouvelle émission. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Herlin. Donc, vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires et financières. Vous êtes docteur en économie du Conservatoire national des arts et des métiers, ce qu'on appelle le CNAM. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux crypto-monnaies, au Bitcoin et aux transformations du système monétaire. Votre dernier livre, Bitcoin, comprendre et investir, le guide pratique des crypto-monnaies, publié aux éditions Erol, est devenu une référence pour comprendre les enjeux de cette révolution monétaire. Bonsoir, monsieur Erlin, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci pour, cette invitation et puis on rajoute que je suis candidat à l'élection présidentielle, hein. Attention, Yes, notamment bravo. notamment pour m'opposer à l'euro numérique dont on va parler donc. La Commission des affaires économiques du Parlement européen vient d'approuver le projet d'euro numérique par 43 voix contre 14. Mmh. Selon vous, ce vote marque-t-il un véritable tournant politique ou reste-t-il encore plusieurs obstacles susceptibles de ralentir le projet? Alors la route est encore longue, voilà, maintenant il faudrait peut-être commencer par bien expliquer ce que c'est que l'euro numérique parce qu'en fait, c'est Oui, surtout la monnaie numérique de banque centrale, en fait. Parce que l'euro numérique, en fait, il existe déjà. La plupart des euros que nous utilisons avec notre carte bancaire, c'est de l'euro numérique qui circule, voilà, sur les circuits, électroniques. Donc, c'est déjà numérique, en fait, depuis longtemps.
Là, ce dont on parle, c'est quoi? C'est une monnaie numérique de banque centrale, hein, parce que quand on paye par carte bleue, c'est l'euro de notre banque qui va sur le compte de la banque du commerçant et ensuite ils font des ajustements, des balances, voilà. Donc là, on parle d'une nouvelle monnaie, une monnaie qui serait gérée par la banque centrale. Alors, à quoi ça servirait? Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de faire une monnaie numérique de banque centrale? Alors que l'euro numérique, l'euro numérique des banques centrales, des banques commerciales qu'on utilise tous les jours, bah, il fonctionne déjà bien, en fait, quoi. Donc pourquoi en créer une en plus? Il faut bien comprendre que c'est un objectif différent. C'est-à-dire que la monnaie numérique de banque centrale, elle circule sur une blockchain et pas sur les circuits actuels, des banques et donc ça veut dire quoi, une blockchain? Bah, ça veut dire que cette monnaie, elle peut être programmable, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut interdire à tel ou tel individu d'en utiliser. On peut aussi, interdire, à une personne qui aurait trop dépensé de CO2 de plus pouvoir acheter de billets d'avion, par exemple. Alors que ça, le faire aujourd'hui sur système actuel, ce serait assez compliqué, quoi. Alors que le faire avec une monnaie numérique de banque centrale, c'est tout à fait faisable. On Voilà, donc c'est une façon de contrôler et puis, ça veut dire que la banque centrale aurait connaissance de toutes vos transactions. Alors, votre banque commerciale, elle a déjà connaissance de toutes vos transactions. Sauf que, elle ne donne pas les infos au gouvernement. C'est uniquement si, par exemple, s'il y a des doutes sur votre compte, des doutes de blanchiment ou de trafic, à ce moment-là, un juge demande à pouvoir accéder à votre, compte bancaire et pour v étayer ou vérifier les indices, quoi, voilà. Mais, la séparation des pouvoirs, respecter le ministre de l'économie ne peut pas connaître vos transactions, quoi qu'il arrive, même si vous êtes impliqué par la justice. Et ça, c'est fondamental parce que ça, c'est le respect de la vie privée et la démocratie, ça fonctionne quand il y a des pouvoirs qui sont différents et étanches, quoi, voilà. Une dictature, c'est quand il y a un pouvoir qui contrôle tout. Alors là, la Banque centrale européenne, elle aura info à votre ave à elle sera informée de vos transactions et il y a plus tellement de séparation étanche avec le pouvoir parce que la banque centrale est directement en connexion avec les États. Donc c'est déjà une remise en cause d'une partie de notre vie privée. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, comme je parlais de monnaie programmable, bah, c'est quelque chose qui serait tout à fait compatible avec, le crédit social. C'est-à-dire, si vous conduisez mal, bah, votre argent, à la banque, il peut être bloqué ou il peut être réservé aux dépenses, vitales courantes, mais pas le reste. Enfin bref et il faut savoir que le pays qui a déjà mis en place sa monnaie numérique de banque centrale, c'est la Chine, hein, comme par hasard, qui est la Chine qui a mis en place le crédit social. Donc tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire c'est un élément qui se rajoute. Il y a ça, il y a l'identité numérique. Alors quand on connecte vos transactions avec votre identité numérique, bah là, c'est sûr que c'est vous, quoi, voilà. Heu et puis, on pourrait aussi rajouter la facturation électronique qui va être obligatoire pour les entreprises en septembre, là, au mois de septembre qui arrive. Alors qu'il y en a beaucoup qui c'est très compliqué à mettre en place. C'est coûteux parce qu'on est obligé de passer par un prestataire reconnu par l'État, mais un prestataire privé, donc on va devoir payer les entreprises vont devoir payer les factures qu'aujourd'hui elles font, gratuitement, ça leur coûte rien, quoi. Donc, tout ça, la facturation électronique, les factures électroniques des entreprises vont être envoyées automatiquement à Bercy. C'est-à-dire que l'État aura connaissance de toutes les transactions commerciales. Donc, il y a une question aussi de vie privée, enfin des entreprises, des commerçants, des artisans et puis, le jour où il y aura une fuite, bah, les hackers auront accès à des informations sensibles pour les entreprises parce que alors, j'ai déjà entendu dire que les groupes comme Naval Group qui construisent nos sous-marins nucléaires ne seraient exemptés de cette obligation parce qu'évidemment, si toutes les factures de Naval Group, hein, enfin des industries de la défense, Thales ou tout ça, qui sont un secteur crucial et couvert par le secret, ce que l'on comprend. Si tout d'un coup, la base des factures est hackée et que les hackers, c'est-à-dire des puissances étrangères, peuvent ou des entreprises concurrentes
peuvent avoir accès à toutes les factures de Thales ou de Naval Group, ça va poser un sacré problème, pour la souveraineté française et pour, la sécurité nationale et pour, nos fleurons industriels de la défense qui qui nous restent. Enfin, il ne reste pas beaucoup de fleurons, mais il reste au moins ceux-là. Dans la défense, la France est quand même au top niveau, quoi. Donc donc voilà, bah, ça, c'est une parenthèse, mais ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais bon. Mais la facturation électronique, voilà, l'identité numérique, euro numérique, tout ça, ça va ensemble et c'est une façon de contrôler les gens et derrière, l'objectif qu'il y a derrière, même si Christine Lagarde l'a démenti, mais on va évidemment pas la croire, l'objectif, c'est de supprimer l'argent liquide. Parce que l'argument qui est avancé par Christine Lagarde, la BCE, pour défendre l'euro numérique auprès des particuliers, c'est de dire: «Mais vous aurez une application et vous pourrez envoyer de l'argent à votre voisin, à votre collègue de travail, à votre ami pour partager une facture de restaurant, des choses comme ça. Vous pourrez faire ça instantanément. Effectivement, on pourra le faire, ça sera très pratique. Ceci dit, ça existe déjà, hein. Il y a des services comme PayPal, Lydia, et cetera, ou Wero. Les banques elles-mêmes mettent en place un système comme ça qui permet de s'envoyer de l'argent entre amis, entre connaissances, donc pourquoi passer par l'euro numérique? Voilà, mais l'objectif, c'est de supprimer le cash de façon à pouvoir tout contrôler et supprimer le cash, ça veut dire supprimer les derniers espaces de vie privée. Alors, c'est toujours fait au prétexte de lutter contre la drogue et le terrorisme, évidemment. Mais bon, si on a pu moi, j'utilise très peu le cash, mais si on m'interdit d'utiliser, ça me gêne, quoi. Voilà, c'est une question de principe, quoi. Ça fait partie d'une liberté de base, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont pas y arriver justement à supprimer le cash. Mmh. Alors oui, Est-ce que c'est quelque chose qui va être très compliqué ou pas? supprimer le cash, ça va être compliqué parce que c'est quand même un seuil, quoi. Voilà, c'est quand même une décision, importante et quel gouvernement, pourrait, s'engager, à interdire l'argent liquide? Bon, ça risque d'être compliqué. Il y a aussi un autre élément qui fait que l'euro numérique va avoir du mal à s'installer, bah, ce sont les banques commerciales. Alors ça peut sembler étonnant, mais pour une fois, les particuliers et les banques commerciales sont du même côté face à la Banque centrale européenne, parce que les banques commerciales, ça va leur coûter de l'argent. Première chose, il y a 2, ça va leur coûter beaucoup d'argent. Alors les estimations entre la Fédération bancaire française ou d'autres sources, on parle entre 18 et 30 milliards d'euros pour l'Europe, donc ça fait quelques centaines de millions par banque, hein, parce qu'il faut implémenter un circuit de paiement supplémentaire, en fait, c'est ça, quoi. Le circuit de paiement actuel ne par carte bancaire et virement SEPA et cetera et IBAN, bah, ça marche pas. Il faut en construire un autre par-dessus, donc ça va coûter de l'argent. Alors c'est pas les banques qui vont payer parce qu'elles vont rétrocéder ça sous forme de frais, mais bon, ça les embête déjà pour ça parce que c'est une dépense pour elles et le deuxième argument qui est aussi un argument très lourd, c'est que les banques commerciales ont peur du bank run. C'est-à-dire que le bank run, c'est quand il y a des rumeurs, on se rappelle pendant la crise de 2008, la crise du subprime en 2008, il y a eu en France, mais surtout en Angleterre, un peu aux États-Unis, tout ça. Quand il y a des doutes sur la solvabilité d'une banque, les gens se précipitent sur les DAB pour retirer ça en billets. Bon, mais ça, on sait bien que les DAB, ils sont vidés en 2 heures et puis après, c'est voilà, c'est fini. Donc on sait bien que ça ne va pas marcher. Avec l'euro numérique, bah, il serait extrêmement simple, si on a peur que sa banque, fasse faillite, on a des rumeurs en faisant ça, bon, bah, on transforme tous les euros qu'on a dans sa banque commerciale en euros numériques, c'est-à-dire en euros de banque centrale, sachant qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite par définition, parce que c'est elle qui imprime la monnaie. Donc, une banque centrale ne fait pas faillite. Ce qui se passe, c'est que quand une banque centrale, fait n'importe quoi, elle imprime tellement de monnaie que la monnaie, s'autodétruit en hyperinflation. Bon, mais factuellement, la banque centrale ne fait pas faillite. Voilà, ça peut pas arriver. Alors qu'une banque commerciale, oui. Et si ce mouvement de panique se produit, eh bien, s'il y a des millions de clients qui quittent, une grande banque, française, elle va effectivement se retrouver en faillite. Parce que si des millions de clients partent en l'espace de quelques jours, ça fait une telle perte de fonds que même si la rumeur de départ était fausse, la banque se retrouve en faillite. Parce elle pourra pas à un moment, elle pourra pas rendre l'argent à tout le monde et donc elle aura plus de cash, elle aura plus de fonds propres et donc elle sera en faillite, quoi. Donc les banques commerciales, elles n'en veulent pas du tout de ça. Parce que se disent, voilà, le bank run, ça fait partie des peurs
bleu qu'ont les banques et elles n'en veulent pas du tout et la BCE, pour les rassurer, a répondu que: «Mais l'euro numérique sera limité à 3 000 € par personne» et là, on tombe dans quelque chose de complètement ridicule parce que à quoi ça va servir de télécharger une application, sachant que il y a un plafond à 3 000 €? Bon, alors pour pas mal de gens, ça peut fonctionner, mais c c'est plutôt destiné à des gens qui font beaucoup de dépenses, qui font beaucoup de mouvements financiers, qui vont peut-être pas mal à l'étranger, qui bon, pour ces gens-là, 3 000 € c'est ridicule, quoi. Donc ils vont dire: «Bah, non, ça m'intéresse pas, au revoir». Heu et puis pour les entreprises, bon, entre 3 000 €, c'est ridicule, ça sert à rien. Donc mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont faire des plafonds différents en fonction de la taille de l'entreprise. Si c'est un artisan commerçant, ce sera 10 000. Si c'est, je sais pas, une PME, de qui fait 10 000 en chiffre d'affaires, ça va être, 100 000. Si c'est une multinationale mais à ce moment-là, ça n'a aucun sens, quoi, parce que s'il y a des plafonds dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a des virements qui vont être bloqués à certains moments, quoi. Ça si tout d'un coup une petite entreprise reçoit beaucoup d'euros numériques, parce que ses factures, vont être payées plutôt en euros numériques qu'en euros, normaux, bah, tout d'un coup elle va exploser le plafond, donc la facture va être refusée. Enfin c'est n'importe quoi, c'est-à-dire, cette limitation à un plafond, c'est juste fait pour rassurer les banques, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas plausible. Je connais aucun système qui fonctionne avec un plafond. Il existe des comptes où on peut pas être en négatif. Par exemple, quand on ouvre un compte pour un mineur, en banque, il peut pas être négatif. Un compte PayPal peut pas être, en négatif. OK, ça existe. Mais un compte avec un plafond, à ma connaissance, voilà, ça n'existe pas, quoi. Voilà, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a aucune raison de refuser de l'argent qu'on vous envoie, quoi. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Donc cette histoire de plafond, si l'euro numérique se limite à 3 000 €, bah, i personne ne l'utilisera et ce sera un bide complet. Donc ça veut dire qu'ils ont dit ça uniquement pour faire plaisir aux banques, qui vont le lancer avec un plafond de 3 000 €, puis ensuite ils l'augmenteront, quoi. Mais là, les banques vont pas être d'accord, mais comme elles l'auront installé, ce sera trop tard. Enfin bon, on voit que c'est un système qui est extrêmement mal conçu, qui ne répond à aucune, nécessité économique. Comme je le disais, il existe déjà des services qui permettent d'envoyer de l'argent à ses amis, de faire des virements facilement à partir de numéro de téléphone avec Lydia, PayPal, Wayro et cetera. Bon, les banques elles-mêmes développent ça, donc ça n'a aucune utilité. La seule utilité, c'est le contrôle des individus. C'est le contrôle de la société, c'est le crédit social, voilà. Et ça ils peuvent pas le dire, donc ils essaient de trouver des subterfuges et voilà. Il y a beaucoup de médias indépendants qui parlent de ce sujet par rapport, vous savez, au Forum économique mondial de Klaus Schwab. Ce fameux plan, l'euro numérique en faisait partie. Est-ce que vous, de votre point de vue, avec l'euro numérique que la BCE veut, nous mettre en place, d'aller vraiment à fond et d'aller jusqu'au bout pour qu'à la fin tout s'écroule? Alors tout Parce s'écroule que pas, mais en tout cas, le fait que ça corresponde au World Economic Forum, ça c'est sûr. Moi, je me suis penché de près là-dessus. J'ai lu le livre de Klaus Schwab, il y a déjà, 3 ans, c'était en 2020, je crois, je sais plus. Bon, il a écrit un gros bouquin là-dessus. Voilà, il a écrit un livre qui résume toute sa pensée, je l'ai lu de près et moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que, contrairement à l'image que certains peuvent avoir, le forum de Davos, c'est pas le temple du capitalisme, c'est le temple du capitalisme de connivence. C'est-à-dire, c'est les grosses boîtes avec les États. Les PME, tout ça, circulaire, rien à voir. Les libertés économiques, ça nous intéresse pas. Les libertés, publiques et privées, ça nous intéresse pas. C'est le gros business, Big Pharma, les grosses boîtes, avec les États pour faire un système de contrôle, quoi. Voilà, c'est une sorte de dictature économique, avec des grands groupes économiques et des États, qui en fait font avancer un agenda quels que soient les changements électoraux. Bon, ça existe déjà un peu, on le voit en Angleterre avec le Brexit, comment le Brexit a été, détruit par, aussi bien les travaillistes que les soi-disant conservateurs et Rishi Sunak et tout ça qui sont des marionnettes, quoi, bon. Donc le forum Davos, c'est ça et donc le forum Davos, évidemment, il est pour l'euro numérique parce qu'il est pour le contrôle. Il est pour la fin de l'argent papier et des espèces et il est pour le contrôle
de la société par le crédit social, même s'il l'appelle pas comme ça, et par une monnaie numérique centralisée qui permet de suivre les transactions de tout le monde. Voilà. Et il y a le fait aussi que, par rapport à la BCE, qui affirme que l'Europe dépend trop des réseaux américains comme Visa et Mastercard. Est-ce que selon vous, c'est un argument réellement fondé ou simplement un prétexte politique? Alors là, en l'occurrence, c'est un prétexte parce que c'est pas en faisant l'euro numérique géré par la Banque centrale européenne qu'on va concurrencer Visa et Mastercard. C'est plutôt en développant des champions locaux, français et européens. Alors il y a Visa, Mastercard, mais il y a aussi, quand vous regardez votre carte bancaire, il y a aussi CB, carte bleue, et ça, c'est français. D'ailleurs, c'est un Français, Roland Moreno, qui a inventé la carte à puce. C'est-à-dire qui permet, avant, c'était des cartes avec une bande magnétique qui était facilement falsifiable. Avec la carte à puce, ça, c'est un Français qui a inventé un moyen de paiement qui soit extrêmement sécurisé, quoi. Voilà. Bon, et le consortium carte bleue, bah, c'est français, voilà. Donc il faudrait mieux développer le carte bleue, le développer au niveau de l'Europe peut-être, voilà. Enfin, en tout cas, permettre, à des banques européennes de pouvoir utiliser ce mode de paiement, carte bleue, différent de Visa, Mastercard. Oui, ça, je suis d'accord. Mais, mais c'est pas en faisant, c'est pas l'euro numérique qui est la réponse, quoi. Voilà, ça, on est d'accord là-dessus, quoi. C'est clair que c'est pas avec l'euro numérique, qu'on va trouver des solutions. Mais sinon, par contre, heu, si on prend l'exemple de la Chine, l'Europe, s'ils arrivaient, vraiment à mettre en place, est-ce que ce serait plus féroce par rapport, aux Chinois? Non, c'est alors moi, parce que la Chine, bon, la Chine n'est explicitement pas une démocratie parce qu'il y a un parti unique. Bon, donc, et même avant le crédit social, c'était déjà, un système où, on a le droit de faire du business, de s'enrichir, mais quand on dit à une grosse entreprise: «Il faut se mettre bien avec le pouvoir», hein, et quand on se met à le critiquer, on peut vite avoir des problèmes. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a quelques années, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui est en quelque sorte l'Amazon, chinois, il a émis, alors, il n'a pas critiqué, le parti communiste, hein, non, pas jusque-là, mais il a critiqué le système bancaire, chinois qui est, je sais plus pour quelle raison, mais bon, voilà, il a critiqué. Bon, pendant plusieurs semaines, il a disparu. Du jour au lendemain, il a disparu des circulations, et quelques semaines ou quelques mois plus tard, il est réapparu, mais bon, voilà. Donc quand vous êtes une grosse boîte, vous êtes obligé d'être avec le pouvoir, et puis tout ce qui concerne les libertés publiques d'expression, bah, c'est zéro, quoi, hein. On l'a vu quand ils ont mis la main sur Hong Kong. Il y a eu quelques manifestations au départ, et puis progressivement, avec la méthode chinoise, c'est-à-dire, sans brutalité, de façon subtile, progressive, ils ont petit à petit arrêté, les gens qu'il fallait, intimider les autres, et maintenant, Hong Kong, ne pose plus de problème, quoi. Voilà, il y a plus de manif, il se passe plus rien, quoi, voilà. Bon, donc, l'Europe, on n'y est pas encore, mais on a des gens au pouvoir qui considèrent que la Chine est un modèle, quoi, voilà, et qui veulent nous emmener par là, quoi. Le World Economic Forum, bah, c'est dans cette direction que ça regarde, hein, évidemment, quoi, et Ouais, l'interdiction des réseaux sociaux, moins de 15 ans, bah, c'est une façon d'obliger à se déclarer, et donc à être identifié, par sa carte d'identité. Voilà, quoi. Le fait que X a été arraché par Elon Musk et qu'il y a une vraie liberté d'expression sur X, ça les gêne beaucoup. Voilà, quoi, donc, c'est on est encore loin de la Chine, mais on va dans la direction, quoi, voilà, donc c'est pour ça qu'il ouais. faut réagir, quoi, ouais. Et on parle beaucoup de la Chine, de l'Union européenne, mais quelle est la situation, en Amérique? Et puis, pareil, on n'entend jamais parler, de l'Afrique. Mmh. Aux États-Unis, il y a quand même une vraie liberté d'expression qui a été sauvegardée par Trump, hein, quel que soit ce qu'on en pense, mais sauvée par Trump et par Musk. Si les démocrates, si Kamala Harris avait gagné, on aurait eu des gens qui sont alignés sur le forum de Davos, qui sont alignés sur les dirigeants européens,
et ça aurait été assez catastrophique, quoi, voilà, et X, serait encore contrôlé exactement comme les autres réseaux sociaux. Bon, heureusement, on a eu l'élection de Trump. Faut espérer que son successeur sera Vance ou Rubio ou un autre, mais du même camp de la liberté. Bon, parce que en face, les démocrates, les candidats pressentis sont quand même à la gauche, à l'extrême gauche du parti, quoi. Donc, bon, ce serait vraiment grave qu'ils soient élus. Bon, voilà, l'Amérique reste le phare de la liberté, quoi qu'il en soit. Et puis, on peut noter avec satisfaction que la liberté aussi, elle gagne des places en Amérique du Sud, avec Milei, avec, la Colombie récemment qui a basculé, avec, il y a plein de pays comme ça qui choisissent des dirigeants qui sont libéraux. Alors, libéraux, en France, on dirait ultralibéraux en économie, mais aussi libéraux sur les questions, d'expression, quoi. Voilà, ce ne sont pas des régimes, ce sont pas les dictatures militaires, des années 50, 60, quoi. Voilà, c'est pas les dicta c'est pas de la droite, dictatoriale, quoi. C'est vraiment de la droite libérale, et ça aussi, c'est extrêmement positif. J'espère que ça va venir en Europe. Voilà, et puis l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est que c'est trop d'États sont corrompus, quoi, voilà, et c'est plutôt la corruption de l'État, le poids de l'État, heu, qui se voit, c'est un peu comme un thermomètre par les très mauvaises, situations monétaires. Tous les pays d'Afrique, il y a pas de monnaie d'Afrique qui tienne la route, quoi, voilà, donc mais ça traduit, voilà, une situation où, les droits de base sont pas respectés, les droits de propriété sont pas respectés, et il y a un pouvoir corrompu, bon, donc ça peut pas décoller, quoi, voilà. Faut Et espérer justement, il y a un mouvement, un peu ce qu'on voit en Amérique du Sud, il faut espérer que ça commence aussi à toucher l'Afrique, ce serait bien, quoi, voilà, espérons-le. Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire comme l'euro numérique de banque centrale circulerait sur une blockchain, ce serait une monnaie qui serait programmable. Donc on pourrait dire, telle personne ne peut plus dépenser son argent, voilà, heu ou alors, bon, l'exemple qu'on prend aussi souvent, cette personne a dépensé trop de CO2, donc elle peut plus acheter de billets d'avion, ou voilà, des choses comme ça, quoi, voilà. Heu, elle a pas fait ses vaccins, donc elle peut utiliser qu'une petite partie, juste pour vivre, mais elle peut plus faire de dépenses importantes. Voilà, alors ça, c'est quelque chose, alors aujourd'hui, on dit ça, ça semble, les gens se disent: «Bon, alors c'est pas possible». Bon, enfin, qui aurait pensé que c'était possible de se faire une auto-attestation pour sortir, quoi, hein, pendant le covid? Bon, donc oui, c'est aujourd'hui, ça semble, aberrant, mais à partir du moment où techniquement c'est possible, ça veut dire qu'il y a des gens qui y ont pensé, et ensuite, à l'occasion d'une crise, parce que c'est pas en situation normale, quand il se passe rien, que tout d'un coup, on va nous imposer ça, évidemment, mais c'est à l'occasion d'une crise. Alors ça peut être une pandémie aussi catastrophique et mortelle que le covid, évidemment, hein, qui a tué des millions de personnes, bon, bien sûr. Voilà, ça peut être, le covid, ça peut être une nouvelle arnaque, sanitaire, ça peut être, l'arnaque climatique, voilà, la température se chauffe trop, donc il faut vraiment restreindre, machin. Bon, ça peut être, la Russie, va bientôt attaquer l'Europe, donc il faut passer en mode de guerre. Voilà, quoi, donc ça aussi, hein, ça, on sent que ça les titille beaucoup, quoi, que de présenter la Russie, d'un côté, on nous dit que la Russie est nulle parce qu'elle est incapable de gagner la guerre en Ukraine, et en même temps, on nous dit qu'elle est très dangereuse et qu'elle peut attaquer l'Europe, la Pologne, les pays baltes, et arriver à Paris, quoi. Donc ouais. donc il faut choisir, hein, mais ceci dit, on a les 2 discours, mais on sent bien que ça sert à préparer, qu'il y a des gens qui y pensent, et qu'à l'occasion d'une crise, bon, une crise, on peut une crise n'a ça peut aussi arriver quand on ne le prévoit pas, mais le pouvoir en place, il y a une formule d'un conseiller de Tony Blair, qui avait dit ça, qui avait dit: «Il faut jamais gâcher une bonne crise». Voilà. C'est-à-dire que quand il y a une crise arrive, quelle qu'elle soit, même si ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut, eh bien, il y a des gens autour des politiques qui sont chargés, c'est leur esprit tordu et un peu pervers, de dire:
il y a une crise, il faut en profiter pour renforcer le pouvoir de l'État. Voilà et pour, renforcer les contraintes sur la liberté des gens. Voilà et donc il y a les crises qui peuvent être provoquées, il y a aussi des crises qui ne le sont pas puis qui arrivent, mais voilà, il y a toujours des gens à l'esprit suffisamment pervers pour, nous priver de liberté, quoi, voilà et Ouais, à partir du moment où l'euro numérique serait largement développé, bah, ce serait un outil de contrôle et de contrainte pour les pour les gens, voilà et donc rien que pour ça, il faut s'y opposer et surtout que ça répond, je répète, ça ne répond à aucune utilité réelle. Voilà, il y a les services qui sont présentés par l'euro numérique de banque centrale, ils existent déjà, on peut déjà y avoir accès, ça existe déjà, voilà et heureusement pour nous, même les banques commerciales n'en veulent pas donc bon, pour une fois, on est du même côté, quoi. j'imagine, hein, Mmh, cet euro numérique, mmh, on pourrait imaginer d'aller beaucoup plus loin. mmh. On peut même dans un avenir proche imaginer, bah, justement, nous sommes là tous les 2, une personne qui regarde, l'interview et qui est pas content de ce que nous disons actuellement. Ouais. Et ben, paf, il appuie sur un bouton, il peut nous dénoncer. Demain, on a tous les 2 nos comptes qui sont bloqués. Moi, je le vois plus comme ça. Vous savez, ça un peu, Mmh. dans les années 40, pendant les guerres, où vous avez les collabos, qui allaient, dénoncer. Moi, je le verrais plus dans ce système-là. Oui, alors oui, ça c'est une bonne remarque parce que la dénonciation, elle revient. Par exemple et notamment avec l'Arcom. Parce qu'avec l'Arcom, on est incité à dénoncer des choses qui nous paraissent anormales, qui passent sur les médias. Alors, les gauchistes le font beaucoup, mais moi je note aussi avec, dépit que beaucoup de gens de droite le font aussi, pour dénoncer par exemple, il y a pas longtemps d'une émission un talk show, il y a quelqu'un qui était présenté comme un jeune étudiant en droit et puis en fait, c'était un militant de LFI, ce qui pouvait se vérifier très facilement en allant sur son compte X. Bon et donc il y a plein de gens de droite qui ont dit: «Bah, dénonçons-le auprès de l'Arcom, pour, voilà» et je crois que ça a marché parce qu'en fait, il est plus invité, enfin, peut-être moins qu'avant, enfin bon. Mais moi, ce que je récuse le fait même de passer par l'Arcom. C'est-à-dire, je moi, je m'interdis de dénoncer quoi que ce soit, d'utiliser l'Arcom. Je m'interdis d'utiliser l'Arcom. Par principe, moi, je considère qu'il faut dissoudre l'Arcom. C'est ma position. Donc même si c'est pour dénoncer quelque chose que je trouve scandaleux, je m'interdis d'utiliser l'Arcom. Voilà. Mais l'Arcom, c'est de la dénonciation. Il faut bien comprendre ça. Alors on présente ça comme quelque chose de positif parce que vous allez sur le site de l'Arcom, ils disent, voilà, c'est pour dénoncer un mauvais traitement de l'information, une fake news. Et à la limite, pourquoi pas? Parce qu'il peut y avoir des fake news qui sont pas corrigées, et mais mais c'est quand même de la dénonciation, quoi. Je veux dire, alors à notre époque, on dénonçait son voisin parce qu'il était juif et voilà, quoi, parce que à l'époque du statut des juifs, quoi. Donc mais c'est un peu le même niveau, quoi. Et les gens à l'époque, ils faisaient ça en bonne conscience, quoi. Mais c'est le fait même de dénoncer. Moi, je considère s'il y a une fake news qui est dite dans un média, et évidemment il y en a, mais c'est un autre média qui doit y répondre. Et surtout que maintenant tout le monde peut créer un réseau, tout le monde peut avoir un compte X ou une chaîne YouTube ou un compte TikTok ou autre et donc il peut le dire. Et si si vous êtes la première personne à dénoncer un mensonge, bah, vous allez être repris. Votre post ou votre vidéo, va être reprise. Voilà. Et c'est ça l'avantage des réseaux sociaux parce qu'à l'époque avant internet, quand ça existait pas, bah, voilà, il fallait essayer de on faisait un courrier des lecteurs à un quotidien ou bon, c'était plus compliqué, quoi. Maintenant, n'importe qui peut être journaliste avec X. Bon, donc et je considère que c'est de cette façon-là que l'on doit agir. C'est-à-dire si on veut dénoncer quelque chose, on le fait sur son compte ou on contacte un média, que l'on connaît, que l'on estime, pour lui apporter l'info. Voilà, mais on reste dans un débat et on reste dans l'exercice de la liberté d'opinion et de discussion. Alors qu'aller auprès d'un organisme d'État pour dénoncer un truc, moi, en soi, ça me gêne, quoi, voilà.
ouais, alors ça, bah, ça, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que le bank run, c'est quand les clients, tout d'un coup, quittent leur banque. Heu, alors ça s'est produit pendant la crise de 29, ça c'est dans les périodes de crise, les clients qui ont peur que leur banque fasse faillite et que donc ils perdent toutes leurs économies, bah, ils vont à la banque, ils récupèrent, leur argent. Bon, mais la banque, elle a pas forcément tout, il y a une partie qu'elle l'a prêté, bon, et puis si elle-même est en difficulté et dans le rouge, bah, elle peut pas, satisfaire tout le monde. Et ce phénomène-là amplifie les crises. C'est-à-dire que même une banque en bonne santé, si tous les clients viennent récupérer leur argent, bah, elle fait faillite, hein, parce qu'il y a une partie de l'argent qu'elle a prêté, donc elle peut pas rendre à tout le monde, donc elle est en défaut, donc elle est en faillite. Et puis des faillites bancaires, ça impacte évidemment l'économie réelle et c'est catastrophique, donc il faut absolument éviter ça. Voilà, alors l'euro numérique, comme je disais, ça pourrait faciliter les choses parce que les gens, au lieu d'aller chercher les billets au DAB, qui seraient vite, vides, bah, ils vont transformer leur euro, de banque commerciale en euros numériques parce que la banque centrale fait pas faillite, quoi, voilà, donc et ça peut c'est pour ça pour ça que les banques commerciales ne voient pas d'un bon œil l'euro numérique, quoi, ce qui est une chance pour nous, quoi, voilà. Ouais, bah, oui. Bank run, c'est quelque chose de frontal parce que bon, des banques en France, on a des 5 grands groupes bancaires, en fait, seulement, quoi, qui sont énormes, qui ont des engagements, de tous les côtés énormes et voilà, une situation de crise ou de doute sur la banque, c'est destructeur pour l'économie, quoi, voilà, donc moi, je pense qu'il faut plutôt agir en amont, c'est-à-dire inciter les banques à avoir un peu moins le levier et puis à pouvoir, aussi, acheter de l'or, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, si une banque veut se dire: «Bah, je vais acheter quelques dizaines de tonnes d'or, pour mettre dans mes coffres en tant que monnaie de sécurité», parce que l'or, même en cas de crise, l'or, ça vaut toujours quelque chose, quoi. Bah, aujourd'hui, comme l'or a un cours qui est un peu qui est assez volatile, la banque est obligée, de comment dire? De compenser ça en mettant du cash en réserve, quoi, et donc ça lui coûte beaucoup d'argent. Moi, je considère qu'il faut modifier la législation bancaire là-dessus et je serais beaucoup plus rassuré si les grandes banques françaises avaient plusieurs dizaines de tonnes d'or dans leur coffre, éventuellement du bitcoin aussi, parce que c'est aussi très liquide, ça peut être vendu instantanément, même 7 jours sur 7. Voilà, il y a pas besoin d'attendre l'ouverture des marchés. Bon, je serais plus rassuré si les banques françaises avaient, beaucoup d'or, du bitcoin et d'autres actifs comme ça, alors que toutes leurs réserves, ce sont des bons l'essentiel de leurs réserves, ce sont des bons souverains, des bons du trésor de l'État français et ou de quelques États européens. Et ça veut dire que, si tout le système se tient, c'est-à-dire que si la France fait défaut sur sa dette, c'est-à-dire que les taux d'intérêt montent, les investisseurs internationaux ne veulent plus prêter, parce que la moitié de notre dette est détenue et achetée par des investisseurs internationaux, c'est-à-dire non français, quoi, européens, asiatiques, et cetera. Bon. Si les investisseurs internationaux prêtent plus et que la France fait défaut sur sa dette, ça fait tomber tout le système bancaire en même temps. Donc toute l'économie est par terre. Alors on se dit: «Ça peut pas arriver». Si, 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 ça peut arriver, quoi, voilà. C'est des genres de crises, de méga crises, voilà. Donc moi je préfère donc pour avoir une situation plus saine, il faut que l'État arrête de faire du difficile déjà. Comme ça les banques pourront plus acheter de bons du trésor et puis les banques, si elles veulent mettre de l'argent de côté en cas de sécurité, bah, elles achèteront de l'or, du bitcoin et ce sera nettement plus sécure pour nos économies qui sont dans les banques, voilà. Et moi, c'est pour ça le conseil que je donne depuis longtemps aux particuliers, bah, ne mettez pas toute votre épargne en banque parce qu'il y a un risque. Mettez une partie en or et une partie en bitcoin et vous pouvez aussi éventuellement acheter des actions parce que les actions, c'est quand même un droit de propriété qui est quand même plus sûr que son compte bancaire. Voilà, et vous pouvez avoir les 3 ou en panachant comme vous voulez ou en prendre 2 sur 3 ou 1 sur 3, c'est votre choix, mais en tout cas, ne mettez pas toute votre épargne en banque. C'est le conseil que je donne depuis longtemps, quoi, voilà. Et à votre avis, vu, la dette, colossale de la France, mais pas que de la France, aussi de l'Union européenne, cet euro numérique, est-ce que c'est pas pour s'accaparer
toutes les liquidités des particuliers pour justement boucher le trou? Alors ça, je sais pas parce qu'en fait, il y a déjà moyen pour l'État, en cas de crise grave, pour ponctionner les comptes bancaires et l'assurance vie. Les comptes bancaires, c'est la directive BERD qui date de 2016, qui a été, faite, juste après, la faillite de la Grèce, et de Chypre. Parce que Chypre avait beau les banques chypriotes avaient beaucoup de bons du trésor grec et comme il y a eu une correction en fait, bah, les banques chypriotes se sont retrouvées en faillite et donc pour éviter de faire faillite, ils ont ponctionné les comptes de tous leurs clients qui avaient plus de 100 000 € sur leur compte et Bruxelles, au lieu d'être horrifié par ce vol, a dit: «Ah bah, c'est une très bonne idée, ça va permettre de régler les crises bancaires dans le futur, donc on va en faire une directive européenne». La directive BERD qui est donc dans le droit français depuis 2016. Ça a été fait l'été, à une époque où personne n'en parlait. Maintenant, il y a très peu de gens qui connaissent ça d'ailleurs, mais et donc légalement, une banque en situation de faillite a le droit de ponctionner les comptes de ses clients au-dessus de 100 000. Alors quand je dis 100 000, les gens vont se dire: «Bon, bah, c'est bon, moi je suis en dessous de 100 000, donc je suis tranquille». Non, c'est que comme il y a cette règle de 100 000, en fait, tous les gestionnaires de fortune ont fait en sorte que les gens qui ont plus de 100 000 € de liquidité ouvrent plusieurs comptes en banque pour passer en dessous les 100 000. Donc en fait, il y a quasiment plus personne qui a plus de 100 000 € sur son compte bancaire. Enfin, plus personne, il y a très peu, très peu. Et puis ceux qui sont vraiment très riches, qui ont des millions, ceux-là, ils sont dans des banques, ils ont des services, privilégiés et en cas de problème, l'argent est viré dans un autre pays et puis ils le récupèrent là-bas, quoi. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Chypre, hein, il y avait des banques chypriotes. Les banques chypriotes vont voler les gens qui avaient de l'argent, mais ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils allaient dans la filiale de la banque d'une banque, de plusieurs enfin, il y avait une principale banque, chypriote, j'ai plus le nom en tête, qui avait une filiale à Londres. Donc les mecs, ils prenaient l'avion, ils allaient à Londres, ils retiraient leur argent, quoi. Donc eux, ils étaient pas gênés. Donc quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes pas gênés parce qu'il y a toujours des solutions pour, faire, circuler l'argent très vite et donc il y a quasiment plus de comptes au-dessus de 100 000. Donc si ça arrive, ils descendront le seuil. Ce serait 80, 60, 50. Ah là, ça fait déjà beaucoup plus de monde, hein. Voilà et ils feront ça et ils piqueront l'argent. Donc faut le savoir. La deuxième chose, c'est, l'assurance vie. Ça, c'est la loi Sapin 2, donc ça date de Hollande, hein, c'est l'époque Hollande. Je sais plus quelle année exactement, mais c'est Hollande et donc ça permet si parce que si l'État commence à avoir du mal avec sa dette, bah, étant donné que toute l'assurance vie quasiment s'est investie dans la dette de l'État, les Bercy aura le pouvoir de bloquer les on pourra plus retirer son assurance vie et on touchera plus d'argent de son assurance vie. Alors, dans la loi, c'est expliqué, c'est pour une période provisoire, bien sûr. Mais le provisoire qui dure, on connaît. C'est comme les impôts exceptionnels, ils sont remis tous les ans, hein, donc bon, voilà. Donc il y a déjà des moyens donc j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de l'euro numérique. Il y a déjà des outils dans tous les pays européens, parce que c'est une directive européenne qui a été appliquée partout, pour fonctionner les comptes bancaires et bloquer l'assurance vie, quoi. Alors évidemment, l'euro numérique, c'est un outil de plus pour contrôler, on est d'accord, mais ça existe déjà, donc voilà, faut le savoir. Alors, une monnaie qui ne rapporte aucun intérêt, peut-elle réellement séduire les particuliers? Oui, parce qu'en fait, l'euro numérique, ce serait une pure monnaie de ce serait de l'argent de porte-monnaie parce que si on a une somme imaginons que le plafond de 3 000 € saute ou soit augmenté. Bon, à la limite, quelqu'un a de l'euro numérique, il a 5 000 balles, il a 10 000 balles d'euros numériques, il va se dire: «Bon, bah, c'est de l'argent qui rapporte rien, je vais le placer». Eh ben, il peut pas. Il est pas possible avec de l'euro numérique de banque centrale, d'acheter un produit, je veux dire, d'acheter les actions, d'acheter les bitcoins, d'acheter de l'or, de le placer dans l'assurance vie. Ce n'est pas possible. Les euros que vous avez en banque, vous avez cette possibilité. Tant mieux, heureusement, c'est l'épargne, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut de son épargne. Avec l'euro numérique de banque centrale, vous ne pourrez pas le faire. C'est un compte, point à la ligne,
qui rapporte rien. C'est-à-dire que tous les ans, il est grignoté par l'inflation, quoi. Donc vous perdez l'inflation, bon, puis l'inflation, réelle est supérieure à l'inflation calculée par l'INSEE. Bon, ça, on sait bien, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un projet qui n'a aucun sens parce que si on se dit: «On a un peu d'argent pour faire des transactions comme ça», bon, on aura quelques centaines d'euros, puis c'est tout, quoi. Mais on n'a aucun intérêt à avoir beaucoup d'argent en euros numériques de banque centrale, quoi. C'est pour ça que c'est un projet qui est vraiment stupide, qui tient pas debout, mais qui est quand même avancé parce que ce vote au Parlement européen, bah, il est important. Alors, il y aura d'autres étapes, hein, mais il est quand même important parce qu'il y a une majorité assez forte, hein, en fait, hein. Ouais. Heu Ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'y opposent, quoi, hein. Et donc le projet va continuer et puis on va voir sous quelle forme il va évoluer parce que ce plafond de 3 000 € pour moi, il a aucun sens, donc il va être augmenté. Comment ils vont faire? Bon, comment ils vont l'imposer aux banques? Parce que si c'est fait, les banques en veulent pas, ça leur coûte de l'argent, mais ça passe par un texte de loi et les banques commerciales seront obligées d'implémenter l'euro numérique. Donc on va voir comment tout ça va se passer, quoi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de faire avancer, ce dossier, quoi, voilà. Alors, vous affirmez que la véritable inquiétude de la BCE concerne les stablecoins. Mmh. Pourquoi représente-t-il une telle menace? Déjà de savoir en premier temps qu'est-ce que c'est, le stablecoin? Alors un stablecoin, c'est une crypto, mais qui au contraire du bitcoin qui lui a un cours qui fluctue, un stablecoin, il est stable comme son nom l'indique et les stablecoins les plus largement, les plus répandus, c'est les stablecoins du dollar. Donc les 2 principaux, c'est le l'USDT et l'USDC, hein, c'est le nom, le terme générique, et donc un USDT égale $1. Alors pourquoi ça existe? Bah, au départ, c'était pour les spéculateurs, pour les traders, ils achètent du bitcoin, puis une fois qu'ils ont réalisé leur profit ou alors la nuit arrive, ils ont envie de sécuriser, donc ils rebasculent en dollars. Mais si vous voulez rebasculer en dollars en passant par une banque, ça prend du temps, il y a des frais, c'est long. Tandis que là, vous passez du dollar à l'USDT, c'est instantané et il y a quasiment pas de frais. Donc au départ, ça servait à ça. Ensuite, les gens se sont rendus compte de l'intérêt des stablecoins du dollar dans les pays où les monnaies étaient, en faillite ou hyperinflationnistes et donc beaucoup de gens, alors en Amérique du Sud et en Afrique, ont téléchargé des applications qui permettaient d'échanger des USDT, c'est-à-dire des dollars, en fait. Alors que si vous êtes africain ou d'Amérique du Sud, ouvrir un compte en dollars, c'est très compliqué, hein. Faut trouver une banque, ça, c'est très compliqué. Alors que là, c'est instantané. Vous téléchargez l'appli sur votre smartphone et vous pouvez recevoir et envoyer du dollar. Alors des USDT, mais un USDT égale un dollar, donc ça revient au même. Et donc le patron de l'USDT, enfin c'est la société, c'est Tether, Tether, Paulo Ardino, a dit que selon lui, il y avait 400 millions de personnes dans le monde qui utilisaient son stablecoin USDT pour des transactions courantes. Donc essentiellement dans des pays où la monnaie est défaillante, donc en Europe, on n'a pas tellement besoin d'en avoir, je veux dire, voilà. Heu, mais bon, ça prend quand même de l'importance et ça gêne, la BCE parce que la BCE, elle veut pas voir arriver le dollar sur, le territoire européen. Alors la Ouais, solution intelligente, ça aurait été de favoriser l'émergence de stablecoins de l'euro en Europe. Voilà, ça aurait été intelligent ça, ça aurait permis, alors mais ça, comme c'est intelligent et que ça répond au marché, ça peut pas plaire aux bureaucrates, de Bruxelles, donc ils font tout pour s'y opposer et donc effectivement, il n'existe pas de stablecoin de l'euro. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ils pèsent quelques dizaines de millions, quoi. Le plus gros, l'USDT, il pèse, 160 milliards de dollars. Hein, donc c'est énorme et le suivant, il est à 80 milliards à peu près, l'USDC, bon. Donc c'est des montants énormes. Heu Et donc la BCE, l'objectif de la BCE, c'est d'interdire, l'émergence de stablecoins de l'euro pour dire: «Mais vous inquiétez pas, le stablecoin de l'euro, ça va être l'euro numérique, quoi». Ils comprennent pas que personne en veut, quoi. Les gens qui sont dans la crypto, ça les intéresse pas d'avoir un stablecoin, c'est clair. voilà, c'est pas du tout la même fonction, et puis il faudrait qu'ils puissent être cotés sur les plateformes d'échange, enfin, c'est ce qui est pas possible, enfin bon, c'est n'importe quoi.
Les résultats, on prend du retard là-dessus, quoi, ouais. Les États-Unis paraissent, aujourd'hui beaucoup plus favorables au développement du stablecoin. Mmh. Sommes-nous face à 2 visions opposées de la monnaie numérique? Oui, absolument, c'est-à-dire que Trump, lui, quand il l'a dit, lors de son élection, puis il l'a fait une fois au pouvoir, il a dit, déjà: «J'interdirai la monnaie numérique de banque centrale», hein, et donc il y a une loi qui est passée au Congrès qui interdit à la Fed, de lancer un projet de monnaie numérique de banque centrale parce que Trump et les gens autour de lui ont bien compris que c'était un moyen de contrôle, donc hop, interdit. Et dans le même temps, il s'est présenté comme un président pro-crypto et il a effectivement favorisé le développement de la crypto avec des textes de loi. Il y en a un qui doit passer bientôt, le Clarity Act, enfin voilà, il y a plusieurs qui sont passés pour favoriser parce qu'il a compris que c'était un domaine de l'économie en croissance, qui était stratégique. Et il fallait que les États-Unis soient, leaders, sur ce créneau, donc ils l'ont fait et nous, pendant ce temps-là, on se suicide en se tirant une balle dans le pied, en interdisant le développement de stablecoin de l'euro et puis en contraignant nettement les boîtes crypto parce que la législation européenne MiCA, est tellement contraignante que plus de 90 des sociétés existantes n'ont pas été capables d'obtenir l'agrément. Donc, elles ont interdiction de fonctionner depuis le 1er juillet et donc il y a plein de boîtes qui vont, disparaître, partir à l'étranger ou se faire racheter à vil prix. Et donc nous, en Europe, on est en train de détruire l'industrie crypto, hein, qui est pourtant, en croissance et qui génère des emplois, de qualité et bien payés. Et les États-Unis, eux, ils ont compris, ils sont en train de développer ça à fond, quoi, voilà. Par contre, la Chine, elle aime pas trop le bitcoin, hein, parce qu'évidemment, le bitcoin, ça pourrait être contourner le, le yuan numérique, évidemment. Donc la Chine aussi, elle est comme l'Europe sur ce terrain-là, c'est-à-dire que elle maintient ça au minimum, quoi, et elle fait tout pour décourager les gens d'utiliser bitcoin, voilà. Ça montre bien, et nous, on est du côté de la Chine, quoi, voilà, c'est triste. Et le BRICS, développe également leur propre système de paiement. Cette évolution participe-t-elle à une, recomposition du système monétaire mondial? Alors, on en a parlé pour les BRICS, mais en fait, il se passe pas grand-chose parce que c'est quand même très compliqué de lancer une monnaie qui puisse fonctionner et satisfaire plusieurs pays qui ont des intérêts quand même très divergents. Et puis les États-Unis, ils veulent pas voir émerger une monnaie qui pourrait les concurrencer, donc ils font tout pour, leur tirer dans les pattes. Et puis, par exemple, les États-Unis ont fait en sorte que l'Arabie Saoudite, qui initialement envisageait de rentrer dans les BRICS, finalement n'y entre pas. Or, l'Arabie Saoudite, bah, comme c'est une réserve de pétrole, ça pèse lourd. L'Argentine, aussi, est sortie des BRICS. Voilà, donc les BRICS, c'est un ensemble qui manque de force et de cohésion pour pouvoir lancer une monnaie, en fait, quoi, voilà. Et lancer une monnaie qui puisse être une devise mondiale, qui puisse concurrencer le dollar et puis aussi un peu l'euro, bah, c'est quand même compliqué, quoi, hein. Et puis la Chine développe son yuan. Alors elle veut pas faire du yuan une monnaie internationale concurrente du dollar parce que ça impliquerait, qu'elle ouvre ses marchés financiers, ça impliquerait que le yuan puisse flotter librement. Or elle veut pas, elle veut que le yuan soit indexé au dollar et sous-évalué parce que ce qui compte, c'est ses exportations vers les États-Unis. Bon, même si, depuis Trump, ça diminue un peu, mais quand même, et puis vers l'Europe. Donc, la Chine ne veut pas, alors elle fait des accords avec les pays limitrophes, mais la Chine ne veut pas concurrencer le dollar. Et les BRICS, ils sont pas suffisamment unis et cohérents pour pouvoir lancer une monnaie. Donc de ce côté-là, je pense qu'il va rien se passer, quoi, voilà. Non, ce qu'on peut voir, c'est peut-être le développement du bitcoin, voilà, quoi. Il faudrait que les pays comprennent qu'avec le bitcoin et l'or, ils ont des monnaies existantes qui ne dépendent de personne et qui permettent de faire des transactions que les États peuvent pas manipuler, quoi. Les États peuvent pas manipuler l'euro et le bitcoin. Bon, ils devraient comprendre ça. Ouais. Existe-t-il encore une possibilité politique de stopper ce projet ou le processus est-il désormais, irréversible? Moi, malheureusement, je pense qu'il est difficilement réversible parce que le Parlement européen, c'est une machine,
énorme quoi, qui a une inertie énorme et quand ils ont décidé de lancer un projet, bah, ça avance quoi, voilà. Et l'euro numérique, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que je suis le dossier. Il y a des phases où on pensait que c'était, stoppé, mais en fait, c'était sous les radars et puis là, ils sont revenus avec ce vote. Alors, c'est un vote, il y en aura d'autres, hein, on est d'accord, mais quand même, ça avance et tout ce que la Commission européenne veut, finalement, ça se produit, hein, donc l'euro numérique va arriver, quoi, voilà, il va arriver. Alors après, sous quelle forme, je répète que notre chance, c'est que les banques commerciales prennent les pieds, quoi, donc voilà, quoi. Ouais. Et puis les citoyens aussi, les gens sont ça leur plaît pas trop, quoi, parce qu'ils comprennent que derrière, il y a la suppression du cash. Ils comprennent que ça va être centralisé et ils vont être surveillés. Donc les gens, ça leur plaît pas, ce qui est une bonne chose, voilà. C'est un bon réflexe qu'ont les populations, quoi, voilà. Les populations sont pas du tout demandeuses de ça, quoi, vraiment. Au contraire, au contraire. Ça, c'est une q je sais pas trop, hein. Est-ce que les élus sont intelligents et compétents? Voilà, ceci est une question. Après, bon, j'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Ouais. Ouais, non, parce que c'est quand même un système très contraignant, donc toute la droite alors je crois que tous les mouvements de droite nationale ont voté contre, mais toute la droite, c'est-à-dire le PPE, s'il était vrai parce qu'il est considéré de parti de droite, le PPE devrait absolument voter s'y opposer, quoi. Or, c'est un par or le fait compte tenu du vote qu'il y a eu, une majorité assez claire, ça veut dire qu'il y a une partie du PPE, au moins, qui a soutenu l'initiative, quoi, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent être de droite et qui défendent des idées communistes, sans se rendre compte, quoi. Donc ils sont pas très intelligents, quoi. L'Allemagne, elle se positionne comment? Ça, je sais pas, enfin, j'ai pas trop d'infos sur les différents pays. Moi, je suis ça au niveau de la France, mais bon. Mais globalement, au niveau européen, il y a pas vraiment d'appétence pour l'euro numérique, hein. Ouais. Ils sont tous favorables, quoi. Si bien les gouvernements en parlent pas tellement, en fait, et les populations, sont suspicieuses, donc c'est à peu près partout en Europe comme ça, quoi. Bah, de toute façon, comme il a dit, Emmanuel Macron, il veut emmerder les Français, il va nous emmerder jusqu'à la fin, hein. Alors voilà, ça c'est une façon d'emmerder les gens, l'euro numérique, ouais. C'est ça. Eh bien, écoutez, monsieur Herlin, on va arriver à un terme à notre interview et en général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin, donc du coup, je vous laisse le mot de la fin. Ah bah, il faut défendre la liberté. Vous avez rappelé que j'étais spécialisé questions monétaires. Il faut défendre la liberté dans tous les domaines, hein, donc la liberté d'expression, on en a parlé un peu. Mais dans le domaine de la monnaie, ça paraît un peu moins clair, mais les gens comprennent intuitivement que l'euro numérique, ça va pas dans le sens de la défense des libertés. Le fait de, comme je disais tout à l'heure, de mettre tout son argent dans des grosses banques, un peu opaques, c'est pas non plus, une sécurité absolue et donc il faut aller vers des monnaies qui sont libres par essence et donc l'or et le bitcoin. Donc je dis aux gens, voilà, réfléchissez-y, prenez le temps. C'est des investissements de long terme, hein, c'est des placements de long terme, donc c'est de l'argent dont vous êtes certain de pas avoir besoin sur les 4 ou 5 ans qui viennent, au moins. Mais voilà, mettez une partie de votre épargne en or physique, hein, pas de l'or papier acheté en banque, hein, du vrai or physique que vous mettez dans un coffre, éventuellement et sur plutôt extérieur, pas chez vous parce que ça vous expose, voilà. Et les bitcoins, bah, c'est pareil, il faut pas se contenter de les acheter sur une plateforme, faut les mettre sur une clé Ledger, mais la clé Ledger, il vaut mieux pas la garder chez soi, donc faut avoir une solution pour que ce soit à l'extérieur de chez soi ou dans des coffres, voilà. Mais voilà, mais l'or et le bitcoin, ça fait partie de la liberté monétaire et c'est aussi un aspect fondamental de nos libertés en général, voilà. On a pu approfondir ce sujet au niveau de l'euro numérique et de pouvoir, cadrer les choses et vraiment d'expliquer. J'ai trouvé ça, passionnant et donc je tenais à vous remercier. Bah, j'espère qu'on pourra refaire une prochaine interview sur, un autre sujet. Merci beaucoup. D'accord, merci. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.